Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire intitulé « La sécurité dans un monde DevOps, comment s'y retrouver et comment choisir ». Je me présente, je suis Amaury Leroux, chargé de marketing chez Rohde & Schwartz Cybersecurity et je suis en présence d'Edouard Viau, Head of Product chez Rohde & Schwartz Cybersecurity. Bonjour Edouard, comment vas-tu? Très bien, merci. Nous sommes heureux d'accueillir autant de monde aujourd'hui pour ce webinaire ce qui nous conforte dans l'idée que le sujet DevSecOps est un sujet important aujourd'hui. Avant de commencer, je souhaite partager avec vous quelques détails techniques. Ce webinaire est enregistré et vous recevrez dans quelques heures le lien pour y accéder autant de fois que vous le voulez. N'hésitez pas également à poser toutes vos questions au fur et à mesure du webinaire, qui seront les bienvenus, et auxquelles nous répondrons en toute fin de session. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent webinaire et Edouard, je te laisse la parole. Merci Amaury, bonjour à tous. Dans ce webinaire, on va parler du DevSecOps en général, de vous faire un retour sur les interviews qu'on a fait avec nos clients, nos prospects. On a fait une 50aine d'interviews sur le sujet pour connaître les niveaux de maturité, les enjeux, ce que les gens aimeraient faire. Justement, comment bien intégrer le DevSecOps avec des outils de sécurité, quels outils sont utilisés, quels problèmes restent chez les clients par rapport aux outils qui sont déjà dans ces organisations. Et enfin, le produit spécialisé DevSecOps qu'on est en train de co-construire avec nos clients et comment on répond aux problématiques qu'ils ont actuellement avec une petite démonstration, la roadmap et la conclusion. Donc, je commence. Le plus important de comprendre, c'est qu'on ne fait pas du DevSecOps pour faire du DevSecOps, on ne déploie pas dans le cloud juste pour faire ça. Ça vient servir à un but profond. Le but profond, c'est d'innover. C'est d'innover le plus rapidement possible et donc de prendre du feedback de ses clients, de tester des idées sur le marché, de prendre ces idées, de se dire, OK, est-ce que je dois les améliorer? Est-ce que je dois prendre une autre route? Et le but pour ça, c'est de créer les plus petits incréments possibles pour les mettre sur le marché, prendre les retours et itérer. C'est contraire à un modèle traditionnel où on essaye de tout faire d'un seul coup, ensuite le mettre sur le marché, ce qui est généralement un trop gros pari et ça cumule bien trop d'hypothèses sans feedback direct. Donc voilà, le but c'est vraiment d'innover et la solution pour ça, c'est d'automatiser au maximum, de réduire toutes les interactions humaines, toutes les interactions interdépartementales qui peuvent prendre du temps et d'être plus efficient dans notre manière de créer des applications, d'innover sur le marché. Le deuxième point, c'est de créer des business qui passent à l'échelle, à la fois au point de vue de l'application, donc elle doit être capable de scaler par exemple quand il y a un pic de trafic, mais même le business model doit être pensé pour passer facilement à l'échelle. Typiquement, comme on va déployer dans le cloud, on va payer que pour ce qu'on utilise. Par contre, ça demande d'être capable de réagir rapidement. Si j'ai un pic de trafic, j'ai besoin d'être capable d'avoir plus de ressources très rapidement pour répondre à ce pic de trafic. Et enfin, une fois que c'est fini, redescendre le nombre de performances dont j'ai besoin. Et enfin, le dernier point qui est important, c'est de casser les silos. Généralement, ce qui est compliqué, c'est quand une équipe de développeurs est séparée d'une équipe de qualité, qui est séparée d'elle-même d'une équipe de production, et toutes les interactions interdépartementales prennent bien trop de temps. Et pour ce faire, donc, il faut à la fois changer la culture, mais aussi avoir les bons outils pour le faire. Et c'est très dur de changer une culture de société. Tous nos clients sont actuellement dans des phases de transition, trouver leur process. Il y a généralement une explication de DevSecOps par client qu'on interviewe. Et ce qui est vraiment important, c'est justement d'accompagner cette transition. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qui est important, c'est de tout automatiser, de créer ce qu'on appelle une fabrique logicielle et de se dire, OK, dès qu'un développeur fait quelque chose de nouveau, il va le committer, par exemple, dans ce qu'on appelle les pipelines CI/CD. Et donc, sa modification, au lieu d'attendre 6 mois de modification, va prendre ses modifications tous les jours et créer une nouvelle version de ce logiciel, qui ne sera pas forcément déployée d'ailleurs, hein, si on le souhaite,
Mais automatiquement, on va faire passer toute une phase de test dessus. On va, si on le veut, le déployer automatiquement dans le cloud. Et tout ce pipeline CI/CD va nous servir à automatiser au maximum des actions qui, dans un modèle traditionnel, sont manuelles et prennent du temps. Donc, je vais passer à la partie feedback de nos interviews. Donc, on avait fait des statistiques sur l'année 2020 pour voir un petit peu où en étaient nos clients par rapport à leurs réflexions ou autres. Un gros point, c'est que 80% de ces organisations déploient des applications dans le cloud. Quand je dis déploient des applications dans le cloud, c'est que la plupart déploient pas toutes leurs applications dans le cloud. Les grosses sociétés, par exemple, on déploie peut-être 5 à 10%. Et ils ont une roadmap sur les prochaines années pour aller migrer tout le legacy ensuite vers le cloud. Mais actuellement, on ouvre un nouveau modèle. On est en train de se créer un modèle qu'on industrialise et pour ensuite pouvoir supporter l'ensemble des applications, ou peut-être pas d'ailleurs. Certains de nos clients vont garder une partie de leur application non déployée sur le cloud, ou alors déployée sur un cloud privé et pas public, ainsi de suite. Et du coup, ça crée, comme j'en ai parlé tout à l'heure, des nouveaux requirements. Il faut que l'application soit scalable, il faut qu'on comprenne comment déployer automatiquement, comment écrire des scripts Terraform qui vont être capables de faire scaler les applications ou les outils de sécurité qui vont avec. En termes d'utilisation de cloud, justement, donc, bon, il n'y a pas de grande surprise, c'est AWS, Azure, GCP sur les clouds publics qui ressortent en majorité. On voit qu'Azure devient de plus en plus important chez nos clients. Ce qui est important de savoir aussi, c'est que beaucoup de nos clients sont dans une stratégie multi-cloud. Certains vont faire le choix d'un seul cloud pour justement ne pas se disperser, investir une fois et industrialiser un modèle et avoir un modèle dont on est fier et où on construit dessus. D'autres vont avoir une stratégie de se dire, par exemple, j'ai plusieurs filiales et une de mes filiales, par exemple, va préférer AWS parce que ils vont fournir, par exemple, des capacités d'intelligence artificielle qui sont vraiment intéressantes et qui vont me permettre de gagner du temps quand je crée mon logiciel et d'arriver plus tôt sur le marché. Et d'autres vont préférer certaines fonctionnalités d'Azure. Et ce qui est important, c'est que chez nos clients, il n'y a pas une religion qui va rester pendant des années. C'est-à-dire qu'un client qui est sur AWS aujourd'hui va peut-être demain rentrer en multi-cloud ou demain entamer une migration AWS Azure. Un autre point, donc, c'est, bon, on demandait aussi où en êtes-vous dans la maturité, DevOps, DevSecOps. Et comme je le disais tout à l'heure, il y a vraiment une définition par société. Les sociétés sont aujourd'hui majoritairement dans une phase de transition, sauf les nouvelles startups qui naissent avec ce nouveau paradigme et s'adaptent très facilement. Mais sinon, pour toutes les autres sociétés, on parle vraiment d'une transition avec des difficultés à mettre la sécurité directement dans les équipes DevOps, voire dans certains cas, une envie de ne pas donner toutes les clés de la sécurité et de garder des teams de sécurité transverses avec des security champions qui vont, eux, venir dans les équipes DevOps et DevSecOps pour inculquer la sécurité et donner cette culture. Donc, il n'y a vraiment pas une seule définition possible de DevSecOps en fonction des sociétés. Et c'est du coup un grand changement culturel à opérer pour les organisations. En termes d'outils de sécurité qui sont utilisés, alors il y a un petit biais dans cette statistique, c'est que certaines personnes, par exemple, quand on disait DAST pour Dynamic Application Security Testing, n'ont pas forcément compris que c'était lié à leur vulnerability scanner. Et une fois qu'ils avaient répondu, si on leur disait est-ce que vous utilisez tel produit ou tel produit, ils nous disaient oui, oui, alors qu'ils avaient répondu non à la question. Donc, il y a un mini biais, mais ce qu'on voit, c'est que les gens sont vraiment intéressés. Donc, déjà pour avoir des protections de sécurité qui vont protéger l'application dans sa phase de run, en plus de la phase de build. Et pour protéger la phase de build, on voit vraiment même trois grandes familles qui sont le SAST, le DAST et le SIEM. Je vais revenir un tout petit peu plus tard dans la présentation.
Et enfin, une autre tendance que l'on voit, qui n'est pas réellement sur la sécurité, mais sur les méthodes de déploiement, historiquement, les gens qui créaient des applications ou achetaient des Web Application Firewall, par exemple, dans notre cas, achetaient des appliances, des serveurs, ensuite ils sont passés aux machines virtuelles, car beaucoup plus facile à intégrer dans un cloud, à faire scaler, ainsi de suite. Et certaines nouvelles applications maintenant utilisent des conteneurs. Et c'est exactement la même chose que l'utilisation du cloud. C'est parce qu'un client répond oui que toutes ces applications, loin de là, sont développées en conteneur. On construit des nouveaux modèles qu'on va ensuite généraliser et industrialiser ensuite. Donc, quitte à prendre une logique de conteneur, autant essayer de développer en microservices. Et une tendance qui est pour l'instant plus faible, c'est la tendance du serverless, donc être capable d'écrire des routines de code, de les donner à un cloud provider comme AWS, Azure ou GCP, et de lui dire, OK, à chaque fois qu'il se passera un événement, exécute automatiquement cette routine de code, mais moi, je ne m'occupe pas des conteneurs, des machines virtuelles ou autres, ça doit être complètement transparent pour moi en tant que client. Donc, c'est une tendance qui est utilisée par certains clients sur certains cas d'usage très spécifiques, mais qui n'est pas encore présent comme les conteneurs ou les microservices. Et du coup, dans les technologies réellement utilisées au-dessus de ces principes, on voit une forte utilisation de Docker, donc pour déployer des conteneurs, Kubernetes typiquement pour les orchestrer, et Terraform et Ansible pour aller créer des scripts qui vont être pris par les orchestrateurs, aller déployer mon application, la scaler, mais aussi la configurer au travers d'API. Sur les grandes familles qui sont utilisées dans les produits DevSecOps par rapport à nos interviews, sont beaucoup ressortis le SAST et le DAST. Donc, le principe du SAST, comme vous le voyez dans le schéma, c'est un développeur va écrire par exemple du code et directement là, l'outil de sécurité va analyser le code source. Donc, une approche qu'on dit white box. On a accès au source code et on va aller chercher des vulnérabilités dedans. Donc, ce sont des produits qui font de l'analyse sémantique sur le code et qui vont être capables de comprendre qu'à un moment donné, on copie quelque chose en mémoire, on le copie certainement mal, on ne fait pas les bons tests de sécurité. Et donc, il y a certainement des vulnérabilités à corriger. Les deux grands produits prédominants de ce marché qu'on voit chez nos clients sont Checkmarx et Veracode. Donc, c'est intéressant. On a beaucoup de retours aussi sur le nombre d'alertes que ça crée et la difficulté pour les développeurs de prendre ces produits. Il faut vraiment passer du temps à bien les configurer, à bien prendre en main l'outil, sinon ça va devenir une contrainte plus qu'une opportunité. Et certains RSSI ou certains digital officers nous disaient qu'il faut vraiment y aller par étapes et ne pas dire maintenant, à partir de maintenant, sur toutes les applications, quelles qu'elles soient, vous allez utiliser ce produit-là. C'est un facteur d'échec trop important. Mais le SAST est important, permet de détecter des vulnérabilités très en amont, et plus on détecte une vulnérabilité en amont, moins cher elle sera corrigée pour l'organisation. C'est un très bon outil. La deuxième grande famille, c'est le DAST. Donc là, je ne vais pas analyser le code source en tant qu'outil de sécurité, mais je vais, par exemple, dans un environnement de pré-production qui peut être créé automatiquement par un pipeline CI/CD, je vais monter cette application qu'on vient de builder et je vais faire des tests dessus. Donc, je vais me mettre dans une situation quasi réelle et exécuter des tests pour comprendre quelles sont la version du logiciel utilisée, mais aussi tester des patterns d'attaque, voir si je ne peux pas exécuter, ici dans l'exemple, par exemple, une injection SQL, et ensuite de donner le rapport. Ensuite, certains outils issus des familles de DAST savent aussi aller lire un petit peu plus en détail l'application. Donc, certains n'ont aucune information sur l'application, d'autres viennent en prendre un peu plus pour affiner les résultats et avoir des meilleurs tests dedans. Mais ce qui est important, c'est que c'est très complémentaire au SAST finalement. J'en ai un, j'analyse le code source, et l'autre, je l'analyse une fois qu'il est monté en tant qu'application.
Donc ici, ce qu'on a vu beaucoup chez nos clients, c'est par exemple du Qualys ou du Rapid7 pour faire du DAST. L'autre grand marché qui est en train de prendre de l'importance et qui est très complémentaire au DAST, c'est ce qu'on appelle le SIA. Donc SIA, ça veut dire Software Composition Analysis. L'idée, c'est que maintenant, quand on développe une application, on écrit peut-être 10-20% du code source, mais on utilise des frameworks pour pas avoir à réécrire tout à chaque fois, pour aller plus vite, pour profiter du travail d'autres personnes. Donc, je vais, par exemple, me dire, OK, cette application-là, je la développe en Node.js et j'utilise tel framework pour m'aider. Et en fait, ces frameworks, ils ont énormément de dépendances. Ou certaines librairies que vous allez inclure, elles-mêmes vont inclure des librairies. Ce qui fait que quand on vous demande toutes les dépendances d'un projet, si vous n'avez pas un outil pour le faire, il est quasiment impossible de citer toutes ces dépendances. Et parfois, des frameworks utilisent des centaines, des milliers de dépendances qui ont elles-mêmes leur vulnérabilité. Et si chaque dépendance a 4 ou 5 vulnérabilités par an, ça peut paraître pas grand-chose, mais si j'ai 1000 dépendances, finalement, j'ai 4000 vulnérabilités à gérer dans l'année. Alors, peut-être pas toutes critiques, mais justement, le but, c'est de le savoir, connaître dans un premier temps ces dépendances, ensuite connaître les vulnérabilités de ces dépendances et savoir, avant de mettre en production, lesquelles je dois corriger. Donc, c'est un marché qui est vraiment montant et qui adresse une vraie problématique en dehors du code que j'écris. Quels risques je dois prendre en compte. Donc, sur le DAST et le SIA, donc c'est pareil, c'est des outils où les gens sont en train de l'intégrer dans leur pipeline CI/CD, ont des bons retours. Le gros problème qu'on a, le gros retour qu'on a eu, c'est si par exemple je dois lancer mon application et j'ai des impératifs business, j'ai envie de lancer une nouvelle fonctionnalité dans 2 semaines, mais qu'on me dit que j'ai 100 vulnérabilités à traiter avant, où est-ce que je mets la barre? Est-ce que je dois me dire qu'à chaque fois que je déploie une application, elle doit avoir aucune vulnérabilité connue? Et ce que le gros retour qu'on a eu, c'est que cette approche est difficilement tenable, voire pas du tout. Et une fois de plus, une vulnérabilité dans les dépendances peut arriver le lendemain où vous avez mis en production. Donc finalement, il faut une méthodologie pour être capable de réagir rapidement à une vulnérabilité, de savoir lesquelles peuvent vraiment être exploitées, par exemple dans le cadre et dans l'architecture de mon application, lesquelles je peux corriger rapidement et lesquelles je dois vraiment demander un correctif aux équipes de sécurité. Et donc voilà, ça par exemple, c'était un exemple en fonction de framework ou de langage que je vais utiliser, le nombre de vulnérabilités juste en utilisant ces frameworks-là que je peux avoir chaque année. Donc, en fonction des technologies que vous utilisez, vous aurez plus ou moins de dépendance et plus ou moins de vulnérabilité typiquement. Donc, je passe à notre approche. Donc, une fois qu'on a interviewé tous nos clients, qu'on a vu ce besoin d'accompagnement dans la transition, ce besoin malgré ce qui était déjà utilisé aujourd'hui par les sociétés, qui restaient des problématiques et des challenges pour nos organisations à régler. Donc, on est venu avec un nouveau form factor qui s'appelle Trusted Application Factory, et donc qui est une solution de protection pensée pour les déploiements cloud, pensée pour les déploiements scalables, fonctionnant dans un conteneur avec des nouvelles technologies, avec des microservices, ainsi de suite, et pensée aussi pour parler à la fois des équipes traditionnelles et à la fois au DevSecOps, et que ces deux personas soient pris en compte par l'application et puissent collaborer au travers de l'application. Donc, je vais vous donner quelques exemples, quelques cas d'usage d'utilisation de la solution. Donc, typiquement, un DevSecOps, schématiquement, là, j'ai essayé de représenter l'intérêt d'un pipeline CI/CD et l'intérêt d'automatiser, avant même de parler de sécurité. Donc, un développeur va par exemple produire du code, va le committer dans un repository central, dire voilà, j'ai fini mon code, je le mets à disposition de tout le monde. Et donc là, automatiquement, on va aller exécuter, donc on va aller créer une nouvelle version de ce logiciel,
faire des tests dessus. Je vais revenir un petit peu plus en détail sur ce que veut dire faire des tests. Et si tous ces tests sont verts, si c'est OK, builder vraiment ma nouvelle version. Et si je le souhaite, aller aussi la déployer avec des outils de sécurité qui iront avec. Typiquement, les tests qu'on va faire de manière automatisée pour gagner du temps, donc ça peut être des tests déjà fonctionnels. Est-ce que le code de mon développeur qu'il a ajouté ne crée pas une régression fonctionnelle dans mon produit? Est-ce que la fonctionnalité A, si je fais des tests, je peux toujours l'utiliser? Mais aussi des tests de sécurité. Donc, les static tests, par exemple, on en a parlé, le SAST. Les tests dynamiques, ça peut être le DAST, par exemple. Et c'est l'opportunité d'aller automatiser tous ces tests dans un environnement CI/CD. Ce qui est intéressant, c'est du coup, quand on a une solution pour le run, comme un Web Application Firewall ou un produit de nouvelle génération comme Trusted Application Factory, on peut aussi tester avec l'outil de sécurité, sans l'outil de sécurité, pour connaître le risque réel et le risque profond de l'application. Donc voilà. Et donc, comme je l'ai dit, il y a plusieurs produits utilisés par les sociétés, différentes familles, certains qui sont très pensés pour la phase de build, certains qui vont être exécutés au moment du test, comme le DAST, mais le DAST va être exécuté au moment du test et au moment du run. Parce que potentiellement, avant de lancer mon application, j'ai peut-être plus de vulnérabilité, mais peut-être qu'on va en trouver une le lendemain de ma mise en production. Et donc, il faut que je teste aussi régulièrement, une fois au run, mon application. Et donc, un Web Application Firewall est vu traditionnellement au moment du run. Quand j'ai mis en production, je protège mon application. Et nous, tout notre enjeu, c'est de remonter le test et le build. Donc ça ne se rappellera plus un Web Application Firewall, mais par exemple un Cloud Native Application Security, et être capable, au moment du test et au moment du build, de donner des outils au DevSecOps pour qu'ils puissent aller aider sur la sécurité du run. Donc typiquement, les différentes ères qu'on a connues, on a connu l'ère de l'infrastructure as code, toujours dans cette logique d'automatisation. Donc, l'infrastructure as code, c'est je déploie automatiquement mon application, par exemple par des scripts Terraform, je déploie ma solution de sécurité par des scripts Terraform, et automatiquement, s'il y a un pic de trafic, je suis capable de la scaler. La deuxième ère, c'est le configuration as code. Une fois que j'ai su déployer mes applications et mes outils de sécurité, il faut que je sache aller les configurer. Je crée une nouvelle instance, je vais lui dire, OK, protège cette application avec telle politique de sécurité. Et ça aussi, je ne veux pas le faire avec des humains. Donc, typiquement, je vais prendre un script Ansible pour le faire. Et là, ce qu'on vous présente aujourd'hui, c'est l'ère du Security as Code. Donc, c'est être capable de définir comme du code certains aspects de la sécurité de mon application et aller demander potentiellement aux personnes qui ont le plus de contexte et qui connaissent le mieux ces applications. Donc, il faut voir comme une opportunité le DevSecOps, peut-être pas changer tous les paradigmes, se dire qu'une équipe de sécurité transverse, par exemple, peut continuer à gérer ma politique générale de sécurité, mais aller en demander une partie aux gens qui connaissent les spécificités de cette application. Donc, chez nous, c'est ce nouveau produit qui s'appelle Trusted Application Factory. Et si je reprends mon exemple de tout à l'heure, le DevSecOps, au lieu de produire seulement du code, il va par exemple pouvoir fournir un fichier contextuel en disant voilà les spécificités de mon application. Comme ça, la politique de sécurité va aller s'adapter au mieux. Les spécificités, ça peut être, on va le voir dans des exemples, mais ça peut être par exemple quel langage de programmation j'utilise. Et en fonction de ça, on va aller activer ou non certains moteurs de sécurité, certains patterns spécifiques pour aller faire un meilleur travail. Et tout ça, c'est exécuté dans le pipeline CI/CD. Et avec juste un petit fichier de configuration, le DevSecOps n'a pas besoin de connaître notre WAF, ça doit être limite anecdotique pour lui. Il n'a pas besoin d'avoir la main sur la solution de sécurité qui va se mettre dans l'environnement et être capable d'aller injecter des fichiers. J'ai pris l'exemple du contexte, mais ça peut être n'importe quoi.
Ça peut être des informations sur son API. Typiquement, les développeurs sont habitués à produire des fichiers Swagger ou OpenAPI pour décrire une application. Il suffit de leur dire, bon, bah, mets-la dans le repository où tu mets ton code et automatiquement, moi, je vais aller l'injecter dans ma solution de sécurité pour aller enforcer finalement ce fichier et dire, OK, ici, tu attends telle information, toute autre information, je vais la bloquer. Et ça crée un modèle de sécurité positif sans demander d'efforts, parce que le développeur est habitué à créer ces fichiers de configuration. Donc, c'est un autre exemple. Il y a le contexte, on va rentrer un peu plus dans le détail, mais ça peut être une partie de la politique de sécurité. Typiquement, je crée une politique de sécurité générale pour toutes mes applications. Il y a des choses où je ne veux pas donner non plus toutes les clés, donc je vais définir une politique de sécurité générale. Mais par exemple, sur l'aspect whitelist, quelle adresse IP je dois whitelister sur cette application, bah, je vais peut-être demander à la personne qui connaît le plus ça. Et du coup, moi, je vais maintenir une politique de sécurité générique et demander les spécificités à quelqu'un. Ça peut être aussi la gestion des faux positifs. Justement, on a vu, par exemple, dans le pipeline CI/CD, qu'avec une modification du développeur, il y a un nouveau faux positif. Bah, le développeur va être capable d'écrire dans un fichier de configuration la règle de faux positif et aller l'injecter dans la politique de sécurité. Et enfin, la dernière étape, donc, qui ne va pas être utilisée par tous les clients en fonction de la maturité ou autre, hein, mais c'est d'être capable d'écrire comme du code la politique de sécurité. Donc, l'écrire comme du code, c'est être capable, à droite, ce que vous voyez, c'est la manière visuelle, par exemple avec notre Web Application Firewall classique. Ça restera possible, par exemple, pour une équipe de créer une politique de sécurité, comme je le disais, générale, de manière graphique, et d'aller y injecter des fichiers de configuration. Mais certains voudront aller encore un cran plus loin et écrire du code source qui va décrire ma politique de sécurité très facilement. Et derrière, ce code source va se transformer en politique de sécurité. Donc, je vais vous donner un tout petit exemple avec contexte description pour qu'on comprenne un petit peu mieux ce qu'on peut faire. Contexte description, c'est le cas d'école, le cas le plus facile, parce qu'on pense cette solution de sécurité par étapes. Demander, on l'a vu dans nos interviews, demander trop aux DevSecOps tout de suite, aux développeurs, c'est compliqué. Ils ont du code à écrire, la sécurité n'est pas leur principal focus. Donc, on le pense par étapes et avec des étapes très faciles, les premières étapes à mettre en œuvre. Donc, typiquement, donc, le but de contexte description, c'est de baisser le nombre de faux positifs, de dire, OK, bah, sur cette application, si je connais mieux ses spécificités, je vais pouvoir mieux adapter mes moteurs et pas créer des faux positifs pour rien. Si par exemple, je dis qu'il n'y a pas de base de données SQL, ça ne sert à rien de faire passer tous les tests SQL dessus et potentiellement de créer des faux positifs. Et donc, en activant par application de manière bien granulaire mes moteurs de sécurité, je vais aussi améliorer mes performances. Je ne vais pas exécuter des tests qui seraient inutiles. Et donc, je vais avoir une politique de sécurité qui est vraiment adaptée à chaque application. Donc, à gauche, vous le voyez sur un modèle de WAF classique. À droite, vous le voyez tel qu'un développeur peut nous le dire. Donc, ce qui est intéressant, c'est la partie à partir du workflow params, en disant, voilà, le type de mon application, c'est celui-ci. Donc, c'est juste des variables et des descriptions à mettre en face et de dire, par exemple, mon langage, c'est PHP. Donc, je vais donner un petit exemple en vidéo. J'ai pris exprès la méthode visuelle de le faire pour qu'on se représente le mieux, mais ça peut être complètement automatisé au travers de fichiers de configuration. Donc, j'ai une application, je lui applique une politique de sécurité. Ensuite, je dis les spécificités. Par exemple, ici, mon application, je dis que ça va être une API qui attend du XML, qui repose sur un système de Linux, par exemple, développé en PHP, utilisant une base de données SQL. Et donc, grâce à ces informations, on va les donner en entrée de la politique de sécurité qui est appliquée. La politique de sécurité reste, par exemple, aux mains d'une équipe centrale. Donc, si j'exécute quelques tests par-dessus, donc si je me mets dans la place un peu d'un attaquant, si j'envoie une requête classique,
qui est bien du XML, c'est bon, j'ai bien ma réponse. Par contre, si j'envoie du XML mal formaté, entre guillemets, là, mon produit va automatiquement aller bloquer l'attaque. Enfin, si j'exécute du bon XML, entre guillemets, mais que j'exploite une vulnérabilité dedans qui est inhérente au langage PHP, comme je sais qu'il y a bien du PHP derrière, je vais aller le bloquer automatiquement. Par contre, si j'exécute une vulnérabilité sur du langage Java, alors que je sais qu'il n'y a pas du tout de Java derrière, ni dans les services qui sont utilisés derrière, je vais laisser passer, c'est certainement un faux positif. Donc ça, c'est un premier exemple. Et j'ai un deuxième exemple avec un autre cas d'usage. Donc toujours, donc là, au lieu de prendre MyPHP application, je prends une application ASP.NET. Je lui applique le workflow qui me permet d'aller injecter du contexte dedans. Et donc ici, je vais dire que c'est une page web, c'est plus une API, une page web dynamique qui va être sous Windows et langage de programmation ASP.NET. Par contre, ici, dans mon exemple, je n'ai pas de base de données SQL, par exemple. Donc, je définis ces paramètres qui sont la même méthodologie, mais un petit peu différent. Et maintenant, si j'exécute d'autres tests, donc si j'envoie une requête classique, j'ai bien une réponse classique de mon serveur. Il n'y a pas d'exploitation de vulnérabilité ou autre. Par contre, si je fais une attaque XSS, je sais que c'est des pages web dynamiques, donc je vais aller le bloquer. Ça peut toucher un navigateur derrière, donc je le bloque. Si j'essaie d'exécuter une requête exploitant du SQL, je ne vais pas aller le bloquer, parce que je sais qu'il n'y a pas de risque. Et surtout, je sais que le SQL est très proche du langage anglais, entre guillemets. Par contre, si je fais une injection de commande qui est relative à Windows, je vais aller la bloquer automatiquement. Par contre, si je mets un bout de XML, par exemple, dans une requête, je ne le bloque pas du tout. Donc voilà, ça va vraiment aller, grâce à un petit fichier de configuration qui va nous donner 4-5 informations, aller s'adapter automatiquement à la politique de sécurité. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas besoin d'écrire une politique de sécurité par application. On en écrit une générale et ensuite, on vient y injecter les spécificités. Donc, en termes de roadmap sur Trusted Application Factory, donc là, on a notre première version avec des politiques de sécurité standard, la possibilité de faire le contexte description, comme je vous l'ai montré, un mode de déploiement en micro-WAF, donc c'est vraiment plus une machine virtuelle, mais des conteneurs auxquels on met l'essentiel, les moteurs de sécurité, on vient y injecter nos politiques de configuration. Donc tout ça s'intègre automatiquement dans des pipelines CI/CD, comme je vous l'ai expliqué. Donc ces fichiers de configuration sont committés quelque part et injectés dans le micro-WAF, capable de faire de l'exception as code, donc la gestion des faux positifs. Et la solution va les proposer, par exemple, quand on teste dans un pipeline CI/CD qu'on voit des faux positifs, alors que ce sont des tests sains, entre guillemets, pas des tests d'attaque, on va aller automatiquement dire aux développeurs, bon, voilà, il faudrait rajouter ces faux positifs pour être tranquille. Donc, régler les faux positifs avant la mise en production. Être capable de monitorer que cette solution tourne bien et le principe de workflow as code. Ensuite, ce qui vient très rapidement, c'est la capacité de mettre ses propres security workflows. Par exemple, pour ceux qui utilisent déjà notre Web Application Firewall, qui ont déjà investi dessus, mais aussi être capable de construire la politique de sécurité globale de manière visuelle. Et avec un mode premium, c'est-à-dire que ce produit a un mode freemium, donc par exemple quand on tourne sur un pipeline CI/CD, et un mode premium une fois qu'on déploie. Donc on va faire un système de licensing SaaS, et surtout sur les feedbacks qu'on a actuellement de nos clients, améliorer la solution par rapport au feedback qu'on a. Ensuite, en avril, on a une autre version qui sera le premier pas d'une GUI SaaS. Donc l'idée, c'est aujourd'hui, on vient y injecter des fichiers de configuration sans aucune GUI, et c'est très bien parce que c'est le mode de fonctionnement des DevOps. Et ce qu'on veut, c'est montrer ensuite les logs, les dashboards de sécurité ou autres directement dans une GUI SaaS pour pas que vous ayez besoin vous-même de la maintenir, de la scaler, de l'upgrader, ainsi de suite.
et toujours la possibilité quand même d'exporter les logs en dehors de cette GUI SaaS, par exemple dans un site. Et ensuite, améliorer ses fonctionnements. Et le use case que je vous ai dit tout à l'heure, par exemple, importer des fichiers OpenAPI, mais surtout ici, savoir en faire de l'annotation. Donc, être capable d'aller un cran plus loin et de dire, ce fichier OpenAPI, je vais écrire des commentaires dessus, en plus, en tant que développeur, et donner des informations pour créer de la sécurité, que nous, on va aller interpréter. Un des exemples, c'est de dire, je vais automatiquement, enfin, sur tel endpoint de mon API, par exemple le /login, je peux dire des informations comme il n'est pas normal que la réponse à cette requête dépasse les 10 octets, par exemple. Et automatiquement, je vais aller bloquer des exfiltrations de données si je n'avais pas détecté une exploitation de vulnérabilité. C'est capable de faire de l'enforcement, donner des règles, d'être un garde-fou, entre guillemets, et surtout de ne pas analyser seulement la requête, mais la réponse. Aujourd'hui, les solutions de sécurité se concentrent trop sur détecter une vulnérabilité, une exploitation de vulnérabilité, et pas se dire, oula, non, là, malgré toute ma protection contre les vulnérabilités, peut-être que quelque chose est passé, donc je le bloque, je lève l'alerte, je mène une investigation. C'est ne pas se concentrer seulement sur la première étape de la kill chain, mais aller un peu plus loin. Et donc continuer les dashboards et justement penser la sécurité, pas que sur la requête, mais sur la réponse. Donc en conclusion, pour vous redonner un petit peu le portfolio de la société, aujourd'hui on a une technologie qu'on exploite depuis plus de 10 ans et qu'on fait évoluer depuis plus de 10 ans, qui est utilisée par différents produits avec différents form factors. Par exemple, le Web Application Firewall, qui va être par exemple sur une machine, donc livré avec une appliance, en machine virtuelle, ou directement dans les marketplaces. Vous pouvez le lancer directement sur AWS, Azure ou GCP. En mode complètement SaaS, donc là, vous redirigez votre trafic de votre DNS vers nos infrastructures. Nous avons Cloud Protector. Donc là, on va s'occuper nous-mêmes de la plateforme, de la maintenir, la faire scaler, de faire une upgrade lorsqu'il y a une nouvelle version logicielle et vous l'utilisez comme un SaaS. Donc ça, c'est les produits qui existaient déjà. Et maintenant, Trusted Application Factory, l'idée, c'est d'avoir un déploiement en micro-WAF qui va se déployer au plus proche de l'application et qui va, avec un microservice, seulement les moteurs de sécurité proches de l'application et toute la partie potentiellement log, dashboard, ainsi de suite, vous l'aurez sur une interface SaaS. Donc, c'est vraiment un modèle hybride entre le on-premise et le SaaS, qui sont les deux modèles qu'on connaît très bien aujourd'hui. Merci Edouard pour cette présentation. Je te propose maintenant de passer aux questions. Alors, on a une question sur le modèle de prix de la solution. Donc, comme je le disais tout à l'heure, il y a une version freemium pour pouvoir l'essayer. La limitation, typiquement, de ce freemium va être, je peux le faire tourner pendant 1 heure mon conteneur, mais après, il va redémarrer. Cette limitation permet de pouvoir tester gratuitement tout le spectre fonctionnel, de pouvoir faire des vrais tests dans un pipeline CI/CD, de tester ça dans des environnements de pré-production. Par contre, à partir du moment où je veux utiliser cette solution au run et de la protéger une fois qu'elle est mise en production, là, ça devient le modèle premium qui, lui, est payant. Mais toujours avec les mêmes configurations, enfin, tout est transparent pour vous. Et donc là, le modèle est pensé en souscription, c'est-à-dire que vous allez payer pour ce que vous utilisez typiquement et compter le pricing en fonction du nombre d'applications que vous avez à protéger et du nombre de requêtes qu'elles ont. On a une deuxième question. Oui, sur le déploiement. Donc l'architecture de déploiement, c'est assez ouvert, hein. Vous pouvez déployer un modèle disons classique, comme on connaît, des WAF de gateway. Donc, je mets
comment dire, je mets Trusted Application Factory quelque part et je redirige tout le trafic de mes applications. Le mode un petit peu plus préconisé, mais tout est possible, c'est de déployer un micro-conteneur par application au plus proche de l'application et d'aller lui injecter sa configuration. Typiquement, dans un cluster Kubernetes, vous êtes capable d'être juste derrière un ingress et avant l'application, et du coup, en coupure, être capable de bloquer du trafic de cette application. On peut imaginer aussi le déployer en sidecar du conteneur de l'application. Voilà. Et les différents cas d'usage sont imaginables. En termes de déploiement, j'ai cité Kubernetes, mais c'est qu'un exemple d'orchestrateur et de déploiement. Alors, on va prendre une dernière question et puis on va clore ce webinaire pour ne pas prendre trop de votre temps. Alors, la dernière question, c'est sur la console, justement, et la visibilité. Qu'est-ce qui vient après les dashboards? Un gros point de nos interviews, c'était le problème, justement, de visibilité. Certains RSSI nous ont dit, bon, moi, j'ai des applications, elles sont protégées par des outils de sécurité que j'achète, typiquement du SAST, du DAST. Mais à la fin, j'ai très peu d'informations quand on met en production sur est-ce que tout a bien été corrigé ou non. Mais si tout n'a pas été corrigé, est-ce qu'on a fait une analyse de risque? Ce changement d'outil, ce changement de culture, des fois, a pu désorganiser un petit peu les équipes. Et donc, la vision à terme, c'est vraiment d'apporter de la visibilité, de dire typiquement, bon, j'ai tant d'API protégés. Certaines API ont par exemple des endpoints qui n'ont jamais été appelés. Donc peut-être mener une investigation et se dire ils ne sont plus utilisés, détecter le code mort, qui est une surface d'attaque inutile, mais enfin être capable de donner une vision. C'est-à-dire que le développeur va savoir utiliser Trusted Application Factory pour faire par exemple des règles spécifiques et de se dire ok, si mon outil SaaS, mon outil DAS me dit que j'ai 40 vulnérabilités, je vais peut-être mettre 2 mois à tout corriger. Pour gagner du temps, je vais en corriger le maximum au travers de Trusted Application Factory en créant des virtual patchs, des custom patterns. Et donc, le but, c'est de partager une visibilité à tout le monde avant de lancer un projet, que l'équipe DevSecOps, que le Product Owner, que le Chief Digital Officer, le RSSI se mettent autour d'une table et se disent « Ok, on avait tel risque, on a réduit ce risque de temps, il reste tant de vulnérabilités, mais celles-ci sont non critiques. » Et savoir se mettre autour d'une table, apporter la visibilité à toutes les équipes dans cette transition, mais aussi en prenant en compte tous les résultats des moteurs de sécurité, avoir une visibilité globale. Très bien, merci Edouard pour cette présentation. Merci. Un dernier rappel, vous allez recevoir l'enregistrement de ce webinaire dans les prochaines heures. N'hésitez pas à nous contacter, vous avez tous les détails qui viennent de s'afficher. Pour si vous avez d'autres questions, voilà, pour d'autres questions, n'hésitez pas. Merci à tous de votre participation et à très bientôt pour un prochain webinaire. Au revoir. Merci.